Charles a laissé Poitiers à marge. Je reste encore sur la légalité, évidemment, du pouvoir de Brazzaville, parce que euh, ils peuvent évidemment retorquer sur cette légalité ou l'interprétation de la Constitution. Tout à l'heure, vous avez dit pas de droit, pas de société, évidemment. Je reviens là-dessus parce que vous disiez que vous faites allusion, vous faites recours à la Constitution de 1992, alors que depuis là, il y a eu deux autres constitutions qui ont suivi, et généralement, il y a toujours une disposition comme quoi la nouvelle constitution généralement abroge l'intérieur. Ah, bon, que je me trompe, bon, je suis pas juriste sur je suis pas spécialiste sur la matière, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Dès lors que les nouvelles constitutions, la nouvelle constitution abroge la constitution antérieure, et si jamais le pouvoir de Brazzaville vous opposez cet argument. Mais vous faites bien d'aller dans cette direction parce que la Constitution du 15 mars 1992 avait été adoptée par référendum. Et en droit, il y a le parallélisme de forme. Donc, si elle est adoptée par référendum, elle ne peut être abrogée que par référendum. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est M. Sassou Nguesso, tout seul, arrivé au pouvoir par les armes, qui a pris son stylo pour dire le 24 octobre 1997, la Constitution du 15 mars 1992 est abrogée. Donc, c'est un individu qui l'a fait. Est-ce qu'on peut considérer l'acte d'un individu au même niveau que l'acte solennel de toute une nation? Donc, de ce point de vue, concernant le parallélisme de forme, on leur opposera le parallélisme de forme pour dire que M. Sassou Nguesso n'avait ni le droit, ni la qualité, ni la légitimité pour abroger cette constitution. Et mieux, il y a un élément pratique. Souvenez-vous, M. Sassou Nguesso a prêté serment le 25 octobre 1997. Il a prêté serment en tant que président de la République le 25 octobre 1997. Il abroge la Constitution le 24 octobre. Donc, en quelle qualité il abroge la Constitution puisqu'il ne devient président que le 25? En quelle qualité il abroge la Constitution? Et autre chose, lorsqu'il devait prêter serment, et c'est l'occasion de rappeler que dans ce pays, il y a des personnalités respectables, des juristes de très bonne facture. Je veux là parler de l'ancien président de la Cour suprême, Mambwana. Il était président de la Cour suprême, M. Sassou Nguesso devait prêter serment devant lui. Et M. Mambwana lui dira, je suis président de la Cour suprême, je reçois le serment du président de la République parce que la Constitution du 15 mars 1992 dit que c'est la Cour suprême qui reçoit le serment. C'est la Constitution qui le dit. Mais quand vous abrogez la Constitution le 24, vous n'êtes pas président, vous abrogez la Constitution. Vous me demandez de recevoir le serment en vertu d'un acte qui a été abrogé par quelqu'un qui n'a pas qualité. Alors, à ce moment, je ne suis pas dans les conditions de recevoir votre serment. C'est pour cette raison que vous verrez que, avant que M. Sassou Nguesso ne prête serment le 25, donc il n'est pas encore président de la République, il nomme M. Placide Lenga président de la Cour suprême. En quelle qualité il nomme le président de la Cour suprême? Il n'a pas encore lui-même prêté serment. Donc vous avez tout cet imbroglio et celui qu'il nomme le 24 octobre va recevoir son serment le 25 octobre. Et si l'on venait à nous dire que cette constitution-là avait été abrogée, nous opposerons le fait qu'il y avait le parallélisme de forme et monsieur n'avait pas compétence. Il faut rappeler que dans sa constitution de 2015, monsieur Sassou Nguesso a exactement les mêmes pouvoirs que ceux qu'avait le général de Gaulle. Mais il n'a pris, au moment où nous sommes en train de parler, aucune ordonnance, alors que l'ordonnance, c'est l'instrument d'action en temps de crise. Il n'a pris aucune ordonnance. Et pour parler du gouvernement qui est une catastrophe pour les Congolais, il a reconduit le gouvernement qui, pendant 5 ans, n'a mis aucune ordonnance sur sa table.
c'est ce gouvernement qui n'a mis aucune ordonnance sur sa table qui l'a reconduit. C'est une provocation. Alors, mais par C'est pour rapport ça que à les tout ce... Congolais doivent désobéir le 15 mai 2026. Salut, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur R7. Je suis très ravi de vous retrouver en compagnie de Maître Charles Anissé Poitiamar, avocat au barreau de Paris et du Québec, président de l'Union des Patriotes pour la Nouvelle République. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de participer à ce numéro de Droit de savoir. Vous rappelez sur ce même plateau que l'État congolais est mort et que la République est en quarantaine depuis juin 1997 suite au coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso, en violation bien sûr de la Constitution congolaise du 15 mars 1992, laquelle proclame dans son préambule, particulièrement dans son dernier alinéa, je cite, pour l'intérêt des jeunes qui nous suivent aujourd'hui, le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile à défaut d'autres recours à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique. Fin de citation. Et Denis Sassou Nguesso se maintient finalement au pouvoir par coup d'État militaire. Ça fait bientôt 30 ans qu'il a repris le pouvoir par la force des armes. La situation socio-économique et politique du Congo demeure profondément marquée par l'incapacité du gouvernement congolais à répondre aux besoins fondamentaux des Congolais. Plus alarmant encore, ce gouvernement se rend actuellement responsable d'exécutions sommaires des jeunes qui sont abattus comme des petits chats, comme des oiseaux, dans la rue, sans procès, entérinant ainsi de fait l'effondrement de l'État et de la République du Congo. Il vous est arrivé aussi, maître, de comparer le régime Sassou Nguesso à celui de l'apartheid. Dites-moi, maître, s'il survenait un coup d'État au Congo-Brazzaville, quelle serait votre position? Le condamnerez-vous ou au contraire l'approuverez-vous? Sur le principe, je l'ai dit sur votre plateau déjà, que le coup d'État ne m'apparaît pas comme une bonne solution pour les sociétés, dans le sens où c'est une solution de force, de violence même, et que tout ce qui relève de la violence peut apporter des solutions immédiates, mais à long terme, ça apporte beaucoup plus de problèmes. Eh bien, cependant, dans la situation particulière que vit notre pays, je n'applaudirais pas un tel Approche. avènement. Oui, je n'applaudirais pas un tel avènement, mais je ne le condamnerai pas non plus parce que ceux qui souffrent ne comprendront pas mon attitude. Alors, venons-en donc à votre approche à vous, puisque vous parlez de la désobéissance civile pour le 15 mai 2026. Y a-t-il vraiment une différence si après, vous allez nous donner quelques détails hein, sur cette mobilisation, bien entendu. Mais je voudrais comprendre d'abord avec vous s'il y a vraiment une différence, une nuance entre un coup de force, si jamais, ben voilà, les militaires, parce que c'est aussi de leur droit de ramener l'ordre dans la République quand les choses ne marchent pas, entre un coup de force et une désobéissance civile, telle que vous le désirez, vous. Vous savez que je suis partisan de puiser dans les sources des travaux de la conférence nationale qui représente le plus grand creuset des travaux politiques réalisés dans notre pays. Et ce que vous venez de mentionner, le préambule de la Constitution de 1992, ce préambule se trouve partiellement dans le préambule de l'acte fondamental du 4 juin 1991. Donc, il a tiré son inspiration de là. Dans ces deux documents fondamentaux, on mentionne alternativement la désobéissance civile et la résistance. La résistance qui suppose
aussi l'emploi des moyens violents, si cela s'avère nécessaire. Les pères fondateurs de la République de 1992 n'avaient pas exclu le recours à la force parce qu'ils ont employé le mot résistance. Donc, ils n'avaient pas exclu le recours à la force. Ça répond à la première question que vous aviez posée concernant le coup d'État. Si une personne trouvait nécessaire de recourir à un tel moyen, elle trouve la justification de ce recours dans les actes fondamentaux, donc l'acte fondamental du 4 juin 1991 et la Constitution du 15 mars 1992. En tout cas, dès lors que M. Sassou Nguesso a interrompu le processus républicain en 1997 et qu'il a récidivé en 2015 dans la tentative de restauration de la République qu'il avait mise en place lui-même en 2002. Donc, il a de nouveau écarté en 2015. Nous naviguons en plein dans le désordre constitutionnel. Et vu que la société a l'ordre pour principe, dès lors que quelqu'un vient instaurer le désordre, quiconque est justifié à rétablir l'ordre constitutionnel et à employer les moyens de son choix pour cela. Mais revenons à la désobéissance civile parce que c'est le premier moyen auquel se réfèrent les pères fondateurs de la République de 1992, dont je rappelais que les travaux avaient commencé en 91. Donc, ils parlent de la désobéissance civile et de la résistance. La désobéissance civile est l'arme la plus puissante des peuples parce que pour gouverner, il faudrait qu'il y ait en face des gouvernés, donc des gens qui obéissent. D'où on parle du devoir d'obéissance, mais à côté du devoir d'obéissance, il y a le droit de désobéir. Alors, lorsque l'autorité n'est pas légitime, qu'elle est illégale, à ce moment, le devoir d'obéir disparaît et apparaît le droit de désobéir qui lui-même devient un devoir de désobéir. Alors, les Congolais ont fait le choix de vivre dans une république, mais ils doivent aussi accepter les contraintes de la vie en république. Il y a des contraintes, des devoirs. Dans la république, il apparaît que lorsqu'elle est menacée ou lorsqu'elle est mise à mal, tel que c'est le cas actuel du Congo, le devoir de chacun des citoyens, c'est de désobéir. Donc, il commence par la désobéissance, il peut aller jusqu'à la résistance par les moyens de son choix, ce que j'appelle habituellement l'expression de la souveraineté populaire. Donc le peuple peut agir à n'importe quel moment. Mais ici, en ce qui nous concerne, les patriotes, nous prônons la voie de la désobéissance comme moyen de mettre hors d'état de nuire ce régime tyrannique qui écrase les Congolais. Mais votre désobéissance civile, cette approche d'ailleurs tient lieu sur la situation actuelle du Congo ou parce que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes depuis 1997. Qu'est-ce Toujours oui, les textes que je viens de citer sont précis. Ces textes parlent de l'accession au pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Ça veut dire que si vous accédez au pouvoir par une autre voie que les urnes, les pères fondateurs de la République commandaient aux Congolais de désobéir et de vous résister. Et d'autre part, ils disaient que si, quelle que soit la façon dont vous avez accédé au pouvoir, mais si vous exercez ce pouvoir de façon tyrannique, dans ce cas-là aussi, le peuple a le droit de désobéir et de résister. Donc ici, concernant M. Sassou Nguesso, non seulement que le droit de lui désobéir et de lui résister émane du fait qu'il ait mis à mal la République et qu'il ait pris le pouvoir monté sur des chars, mais aussi le fait que dans l'exercice du pouvoir, il exerce de façon tyrannique. On va prendre un exemple le plus banal qui soit. Depuis 1991, les textes fondamentaux déclarent que
la personne humaine est sacrée. À quoi avons-nous assisté dans les derniers mois avant l'élection présidentielle? À la profanation de la personne humaine. Donc, tout le contraire de ce que disent nos man. Quand vous massacrez des populations, les Koulouna tels qu'on l'a vu, vous massacrez de jeunes gens, vous les assassinez parce que c'était planifié, c'était voulu, et nous avons aujourd'hui toute la documentation nécessaire sur la nature de ce crime, puisque ça s'est fait à ciel ouvert, tout le monde l'a vu, vous l'avez documenté, d'autres médias l'ont documenté. Et donc, quand de façon délibérée, on va assassiner des jeunes, qu'on va profaner leurs cadavres. On va à l'encontre de ce que disent ces textes fondamentaux, donc la sacralité de la personne humaine. Cela seul suffit pour mobiliser les dispositions de l'acte fondamental de 91 et de la Constitution de 92, donc le droit de désobéir et de résister. Oui, le droit de désobéir et de résister. Nous avons tout à l'heure rappelé à l'alinéa, disons, le dernier alinéa de la Constitution du 15 mars 1992. Mais que pensez-vous finalement une certaine opinion qui pense que Denis Sassou Nguesso, après le coup d'État militaire de juin 1997, a converti cette victoire militaire en victoire politique par les précédentes élections présidentielles? C'est une vue de l'esprit. Vous savez, l'un des textes fondamentaux pour les juristes que nous sommes, avant d'être avocats, parmi les textes fondamentaux de ces sciences juridiques, il y a la Magna Carta. Je vous raconte l'histoire de la Magna Carta. C'est un texte de 1225. Il s'est trouvé qu'à cette époque, il y a eu une crise en Grande-Bretagne. Le roi exerçait un pouvoir tyrannique et il y a des nobles qui se sont soulevés et qui ont donc opposé une résistance au roi. À ce moment, il y a eu un évêque de Longton qui est allé chercher un texte qui avait été adopté en 1100 lors d'une crise précédente avec l'un des ancêtres de ce roi. Il y avait eu une entente entre son ancêtre et les nobles qui avaient mis en place un document. Et ce document avait été mis à l'écart pendant plus de 100 ans. Et quand il y a eu la crise de 1225, on est allé chercher ce texte de 1100, donc vieux de 125 ans. Et à ce moment, on l'a mis en application alors que pendant 125 ans, il n'avait pas été appliqué. Et lorsque nous parlons de la Constitution de 1992, nous ne sommes pas à un siècle près, c'est une trentaine d'années en arrière, mais c'est ça ce dont les Congolais avaient convenu, c'est ça qui forme le socle de notre lien national. Vous et moi, ce qui nous unit, c'est le texte de 1992, parce que c'est là que nous nous sommes tous mis d'accord. Et je rappelle souvent que c'est une constitution qui a été acceptée par tous les Congolais, toutes les forces politiques, y compris M. Sassou Nguesso lui-même et son parti, ont milité pour cette constitution. Souvenez-vous, M. Sassou Nguesso disait que lorsque la constitution est violée, je pense qu'il disait les citoyens ou les démocrates, il avait dit, ne doivent pas l'accepter. Donc il était défenseur de cette constitution-là parce que lui-même reconnaissait que c'était ça le socle de la vie nationale. Alors les Congolais doivent se gouverner de façon moderne. Nous ne pouvons pas céder aux sentiments, aux émotions. Nous sommes une société et pour faire société, il faut qu'il y ait un lien de droit. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de société. Et dès lors que le lien de droit qui existe entre nous, qui n'est contesté par personne, c'est la Constitution de 1992, notre vie nationale, notre vie politique doit toujours puiser dans cette Constitution. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Elle nous avait dit que lorsque quelqu'un arrive au pouvoir par d'autres voies que les urnes, ou lorsque quelqu'un exerce le pouvoir de façon tyrannique, nous devons désobéir et résister. Et donc aujourd'hui,
les patriotes que nous sommes, quand nous lançons l'appel aux Congolais qu'ils puissent observer la désobéissance civile le 15 mai 2026, parce que le 15 mars, ils sont restés à la maison, c'était comme, on va dire, un exercice grandeur nature de ce qu'ils pourront faire le 15 mai 2026. Nous leur demandons de rester à la maison parce que ce n'est pas tout d'être sur un territoire, ce n'est pas tout de se réclamer d'un pays, de dire je suis congolais. Quand vous dites je suis congolais, ce n'est pas seulement la chair et le sang. Quand on dit je suis congolais, il y a aussi un aspect spirituel. Mais dans l'aspect spirituel, elle se trouve où? Votre congolité. Permettez-moi le néologisme. Oui. Qu'est-ce qui fait de vous un Congolais? C'est la Constitution de 1992 qui vous dit quelles sont vos valeurs politiques, vos valeurs juridiques, quels sont les principes qui vous guident. C'est ça. Quand vous regardez les États-Unis, les Américains, dès lors que vous touchez à la Constitution américaine, à ce moment-là, ça crée des oppositions. Souvenez-vous de Mike Pence et Donald Trump à l'élection de 2020. Lorsque Donald Trump manifeste quelques hésitations à reconnaître sa défaite et à quitter la Maison-Blanche, c'est Mike Pence, son vice-président. Pourtant, il serait bénéficiaire. Si Donald Trump demeurait en fonction, lui, il resterait vice-président. Mais il dit qu'il ne peut pas rester vice-président contre la Constitution américaine. Et donc, il fait une déclaration, il dit à Donald Trump qu'il faut partir parce que moi, je serai le premier à m'opposer. Pourquoi? Parce que Mike Pence puise dans la Constitution américaine. On n'est pas américain si on ne puise pas dans la Constitution. Quand vous devenez citoyen, vous prêtez serment. Dans le serment, vous dites quoi? La première phrase, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Donc, je fais allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique. Ce drapeau, c'est quoi? Ce n'est pas un tissu. Ce drapeau, ce sont les articles de la Constitution qui viennent derrière. Ce drapeau, c'est la déclaration d'indépendance faite par Jefferson. C'est ça le drapeau. Donc, quand on dit je fais allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique, on fait allégeance à la Constitution, on est prêt à donner sa vie pour ça. Et quand on a choisi la République, c'est ça, ça veut dire qu'on a choisi la Constitution, il y a des valeurs qu'on défend et la désobéissance civile s'inscrit dans cette logique. Et donc, les Congolais doivent apprendre non pas seulement à exister à la surface d'un pays, mais à s'approprier ce pays dans ses valeurs. Et les valeurs de ce pays, c'est que quand quelqu'un arrive par cette voie au pouvoir, donc contrairement à ce qui a été convenu, et qu'il exerce le pouvoir de façon tyrannique, tel que c'est le cas, le devoir de chacun des Congolais, c'est de lui désobéir. Et donc, le 15 mai Merci, 2026, nous demandons aux Congolais de désobéir. merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Je reste encore sur la légalité, évidemment, du pouvoir de Brazzaville, parce que euh, ils peuvent évidemment retorquer sur cette légalité ou l'interprétation de la Constitution. Tout à l'heure, vous avez dit pas de droit, pas de société, évidemment. Je reviens là-dessus parce que vous disiez que vous faites allusion, vous faites recours à la Constitution de 1992, alors que depuis là, il y a eu deux autres constitutions qui ont suivi, et généralement, il y a toujours une disposition comme quoi la nouvelle constitution généralement abroge l'intérieur. Ah, bon, que je me trompe, bon, je suis pas juriste sur je suis pas spécialiste sur la matière, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Dès lors que les nouvelles constitutions, la nouvelle constitution abroge la constitution antérieure, et si jamais le pouvoir de Brazzaville vous opposez cet argument. Mais vous faites bien d'aller dans cette direction parce que la Constitution du 15 mars 1992 avait été adoptée par référendum. Et en droit, il y a le parallélisme de forme. Donc, si elle est adoptée par référendum, elle ne peut être abrogée que par référendum. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est M. Sassou Nguesso, tout seul, arrivé au pouvoir par les armes, qui a pris son stylo pour dire le 24 octobre 1997, la Constitution
du 15 mars 1992 est abrogé. Donc, c'est un individu qui l'a fait. Est-ce qu'on peut considérer l'acte d'un individu au même niveau que l'acte solennel de toute une nation? Donc, de ce point de vue, concernant le parallélisme de forme, on leur opposera le parallélisme de forme pour dire que M. Sassou Nguesso n'avait ni le droit, ni la qualité, ni la légitimité pour abroger cette constitution. Et mieux, il y a un élément pratique. Souvenez-vous, M. Sassou Nguesso a prêté serment le 25 octobre 1997. Il a prêté serment en tant que président de la République le 25 octobre 1997. Il abroge la Constitution le 24 octobre. Donc, en quelle qualité il abroge la Constitution puisqu'il ne devient président que le 25? En quelle qualité il abroge la Constitution? Et autre chose, lorsqu'il devait prêter serment, et c'est l'occasion de rappeler que dans ce pays, il y a des personnalités respectables, des juristes de très bonne facture. Je veux là parler de l'ancien président de la Cour suprême, Mambwana. Il était président de la Cour suprême, M. Sassou Nguesso devait prêter serment devant lui. Et M. Mambwana lui dira, je suis président de la Cour suprême, je reçois le serment du président de la République parce que la Constitution du 15 mars 1992 dit que c'est la Cour suprême qui reçoit le serment. C'est la Constitution qui le dit. Mais quand vous abrogez la Constitution le 24, vous n'êtes pas président, vous abrogez la Constitution. Vous me demandez de recevoir le serment en vertu d'un acte qui a été abrogé par quelqu'un qui n'a pas qualité. Alors, à ce moment, je ne suis pas dans les conditions de recevoir votre serment. C'est pour cette raison que vous verrez que, avant que M. Sassou Nguesso ne prête serment le 25, donc il n'est pas encore président de la République, il nomme M. Placide Lenga président de la Cour suprême. En quelle qualité il nomme le président de la Cour suprême? Il n'a pas encore lui-même prêté serment. Donc vous avez tout cet imbroglio et celui qu'il nomme le 24 octobre va recevoir son serment le 25 octobre. Et si l'on venait à nous dire que cette constitution-là avait été abrogée, nous opposerons le fait qu'il y avait le parallélisme de forme et monsieur n'avait pas compétence. Et dans l'histoire, il y a des exemples. En Autriche, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la constitution qui avait été proposée par Kelsen, qui était la constitution autrichienne de 1920, avait été mise à l'écart lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Autriche. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis n'avaient plus le contrôle du pays, quand la République, quand les citoyens ont recouvré leur pleine liberté, la Constitution de 1920 avait été rétablie en Autriche. Alors évidemment, pour fermer le volet sur la désobéissance civile, c'est je ne sais pas, est-ce que c'est un programme d'activité qui finalement vont s'enchaîner ou une fois que vous avez appelé à la désobéissance civile, dans le cas où par exemple, bon, je ne le souhaite pas, ça ne marchait pas, vous allez réitérer parce que nous avons reçu sur ce même plateau quelqu'un qui disait il faut peut-être se lancer dans cette approche de sorte que il faut multiplier les appels à la désobéissance civile pour ben, certainement, peut-être qu'un jour, finalement, les Congolais comprendront l'intérêt de cette mobilisation. Est-ce que ici, vous lancez donc un autre appel pour le 15 mai prochain? La suite, ça sera quoi? Bon, d'abord, si quelqu'un a soutenu cette démarche sur votre plateau, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que je pense, je ne sais pas si je m'étais trompé en comparant R7 à Fox News, quand je disais que Fox News
a choisi une voie, ils ont une ligne éditoriale et ils ne s'en cachent pas. Ils assument qu'ils pensent que Donald Trump va être l'homme de la renaissance de l'Amérique et donc leur ligne éditoriale est autour de cela. Alors R7 souhaite le départ de M. Sassou Nguesso. On ne vous voit pas nous soutenir quand nous lançons les appels à la désobéissance civile. J'ai vu que Non, mais vous avez notre soutien, reçu... c'est le fait de Non, vous recevoir sur nos plateaux et mais puis voilà, permettez-moi en d'aller au parler. bout, monsieur Pierre. Je vous en prie. Permettez-moi d'aller au bout. J'ai vu que vous avez reçu beaucoup de personnalités politiques sur votre plateau et Oui. qui ont commenté la situation du pays, qui ont commenté l'actualité, mais je ne vous ai pas entendu demander à quelqu'un ce qu'il pensait de l'appel à la désobéissance civile du 15 mai 2026. Et j'espère que vous le ferez pour les prochains qui passeront sur votre plateau parce que vous savez, pour les acteurs politiques, ce n'est pas tout de venir critiquer M. Sassou Nguesso. Certains commencent à faire carrière dedans parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'autre occupation que de s'opposer à M. Sassou Nguesso et qui finalement vivent de la présence de M. Sassou Nguesso au palais. Si jamais ils partaient, ils seraient eux désœuvrés parce qu'ils n'ont rien prévu d'autre que de s'opposer à lui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de vision pour le Congo. On n'entend pas beaucoup de projets, mais des gens qui s'opposent. Et lorsqu'il faut poser des actes concrets pour que M. Sassou Nguesso puisse partir du pouvoir, à ce moment, on voit des abonnés absents. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là. Pour votre Oui, question, après, cela va créer probablement une polémique alors qu'il faut une approche pour fédérer à l'opposition, les forces de l'opposition. Bon, bref, chacun a sa manière de la voir. fédération, la fédération des forces de l'opposition se fera de façon spontanée et naturelle. Lorsque certaines personnes reconnaîtront par elles-mêmes ne pas être capables de fédérer, ne pas pouvoir mobiliser l'ensemble de la nation, si elles sont honnêtes, elles iront derrière celle ou celui qu'elles croiront pouvoir le faire. Et donc, c'est une question de sélection naturelle. Je pense que là-dessus, il ne faut pas se précipiter. Les uns les autres, nous travaillons de notre côté. Il y a beaucoup de forces politiques, beaucoup de leaders, il y a beaucoup de prétendants. La dernière élection a permis de démasquer un certain nombre de personnes qui prétendaient être de l'opposition. Donc, c'est pourquoi je vous parle de la sélection naturelle. Progressivement, les choses vont s'éclaircir. On finira par savoir quel est le degré d'engagement, de conviction des uns et des autres et derrière qui l'on devra s'aligner. Merci, maître. Est-ce Pour qu'on peut revenir maintenant sur le Mais programme je des réponds à activités? votre question. Je Oui, réponds à votre question. Concernant le fait de savoir si l'appel à la désobéissance civile serait un acte isolé ou qu'il s'inscrirait dans une démarche, une cela continuité, va de oui. soi. Voilà, cela va de soi que ça ne peut pas être un acte isolé. C'est une première étape. Nous choisissons cette voie en même temps que je rappelle pour la première question que vous aviez posée, s'il y avait un coup d'État, est-ce qu'on condamnerait ou est-ce qu'on soutiendrait? Je vous ai dit, on ne l'applaudira pas, mais on ne le condamnera pas non plus. Dès lors que cela est notre choix d'utiliser les moyens pacifiques, donc la désobéissance civile, nous choisissons ce moyen parce que c'est un moyen d'action politique consciente. Le citoyen doit participer à la vie collective. Et cette participation à la vie collective, c'est notamment en empruntant la voie de la désobéissance civile. Or, si le citoyen n'emprunte pas cette voie, ça veut dire il n'a pas encore de conscience politique et ne peut pas être un acteur de la vie politique. Ceux qui ont participé à la dernière élection, pour certains, ils disaient que s'ils gagnaient, ils appelleraient le peuple à revendiquer sa victoire ou à aller chercher sa victoire. Mais pour que vous soyez certain que le peuple va répondre, il faudrait avoir vu ce peuple à l'œuvre. Il faudrait l'avoir vu répondre à des appels.
Donc, il faut un niveau de conscience politique et c'est ce que font les patriotes. Nous amenons les Congolais à prendre conscience de la situation politique et à agir en fonction de cette conscience. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en cours de route, vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, président des Patriotes. Alors, avant donc d'aborder la reconduction du gouvernement Makosso, qu'on peut désormais appeler Makosso 3, je souhaiterais avoir votre opinion sur le premier déplacement à l'étranger, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso, juste après son investiture pour un cinquième mandat présidentiel. Alors, il a choisi donc la Russie plutôt que la France, partenaire historique et traditionnel de la République du Congo. Quelles pourraient être, selon vous, bien sûr, hein, les motivations et la symbolique de ce choix stratégique? C'est une relation, la relation avec la Russie pose de plus en plus de problèmes depuis un certain moment, en particulier à partir du moment où le Congo a signé le contrat de la construction De du l'oléoduc. pipeline, voilà, l'oléoduc qui doit partir de Pointe-Noire, où le Congo a 10% et la Russie a 90%. Il est malsain pour la Russie d'avoir accepté un tel contrat léonin, même si c'est à son avantage, mais c'est malsain d'avoir accepté un tel contrat. Euh, à ce moment, ça donne l'impression que ce partenariat avec cette puissance respectable euh, se développe au détriment du peuple congolais. Que M. Sassou Nguesso ait choisi cette destination ne surprend pas parce qu'il est isolé au niveau mondial aujourd'hui. Dans les pays occidentaux, je le disais dernièrement sur votre plateau, il n'est plus en odeur de sainteté. Et donc, il se tourne vers l'Asie et vers les pays de l'Est, en particulier la Russie. Mais le dommage, c'est qu'il a rencontré plus d'une fois le président Poutine, mais jamais le président Poutine n'a déteint sur lui, parce que les deux ont des parcours comparables. Ces deux colonels, l'un des forces armées, l'autre du KGB, ils ont été entraînés dans les services de renseignement, ont été les patrons de renseignement dans leurs pays respectifs, mais il y en a un qui développe son pays, qui travaille pour la puissance de son pays et qui respecte le droit, parce que souvenez-vous que, et d'ailleurs les gens ne le savent pas assez, Poutine est un juriste de formation. Poutine, lorsqu'il est président pour la première fois, à la fin de son deuxième mandat, respecte la Constitution, quitte la fonction présidentielle, laisse un autre président exercer le pouvoir et revient quelque temps plus tard. Donc, il y a une différence entre ces deux colonels. Il y en a un qui a compris que son pays ne peut se développer que dans un cadre républicain et respectant dans une certaine mesure le droit, et l'autre qui ne l'a pas compris. Souvenez-vous de cette phrase de Poutine prononcée, je pense, en 2000, mais en tout cas quand il venait d'arriver au pouvoir. Il avait dit ceux qui ne regrettent pas l'Union soviétique n'ont pas de cœur. Ceux qui voudraient la rétablir n'ont pas de tête. C'est profond ce qu'il avait dit. Ceux qui ne regrettent pas l'Union soviétique n'ont pas de cœur, ceux qui voudraient la rétablir n'ont pas de tête. Pourquoi il dit ceux qui voudraient la rétablir n'ont pas de tête? Parce que l'Union soviétique, c'était l'incarnation de la violence brute, le système tyrannique qui écrasait le citoyen. Et donc, la Russie ne pouvait pas devenir ce qu'elle est aujourd'hui dans le cadre d'un système qui allait à l'encontre de la nature même de l'homme. Il fallait reconnaître à l'homme un certain degré de liberté, notamment la liberté d'entreprendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'oligarques en Russie et la Russie est en train de connaître un progrès fulgurant depuis qu'elle a tourné le dos à l'économie planifiée et qu'elle est allée vers l'économie de marché. C'est le cas de la Chine également. Et donc, quand vous avez un homme qui vous dit qu'il faut tourner la page du soviétisme, et de l'autre côté, vous avez un colonel qui met le soviétisme au goût du jour. Parce que regardez ce qui se passe au Congo. Les Congolais ont dit en 91
et 92 qu'on ne veut plus du parti unique. Monsieur Sassou Nguesso a rétabli le parti unique de fait. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, tous les sous-préfets au Congo sont du PCT. Tous les maires d'arrondissement sont du PCT. Les maires centraux, la quasi-totalité des directeurs dans les directions déconcentrées et dans les directions centrales et générales sont du PCT. On est revenu en plein dans le parti unique. Et si on prenait la logique de Poutine qui dit que ceux qui voulaient rétablir le parti unique ou le soviétisme n'avaient pas de tête, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça porte à réfléchir. Là encore, les préfets dont vous parlez, qui sont, enfin, du Parti congolais du travail, malheureusement, après je peux me tromper, mais ne sont pas formés pour ces fonctions-là. Donc il suffit d'être membre du Parti congolais du travail pour, voilà, être nommé préfet ou maire au Congo-Brazzaville. Venons-en mettre au gouvernement Makosso 3. Ici, je voudrais qu'on s'appesantisse sur sa taille d'abord, ainsi que sa composition. Il apparaît, et ça c'est de l'autorité publique, plus de la moitié des membres de ce gouvernement sont originaires du même département que Denis Sassou Nguesso. C'est un petit détail très important, on y reviendra tout à l'heure. Alors, un gouvernement qui a déjà montré ses limites, qui a totalement échoué, tout le monde le sait d'ailleurs. Alors, une telle équipe reconduite par Denis Sassou Nguesso qui a promis la rupture aux Congolais, et dans un contexte que tout le monde sait aujourd'hui au Congo, au Brazzaville, d'une crise multidimensionnelle. Quelle lecture faire finalement de ce gouvernement ou de cette approche gouvernementale? Je, je prendrai le critère qui me paraît le plus pertinent, le détail, ce que vous avez appelé un détail, mais un détail très important, donc l'aspect ethnique ou tribal de la composition de ce gouvernement. Monsieur Sassou Nguesso, en procédant comme il a fait, donc 21 membres sur 41, plus de la moitié des membres du gouvernement issus de son département, c'est une stratégie de division parce qu'il va opposer, il croit pouvoir ainsi opposer sa tribu au reste de la nation et se servir de la tribu comme refuge parce que ceux qui reçoivent les avantages, la tribu en général pourrait se dire que c'est notre pouvoir, comme disent les Congolais généralement, et dans ce cas, les gens seraient prêts à se sacrifier pour protéger ce pouvoir qui, en fait, n'est que le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Donc, cette manœuvre de diversion et de division des Congolais ne doit pas faire perdre de vue cet aspect-là aux responsables politiques. Nous devons être très vigilants et rappeler à l'ensemble de nos compatriotes de la tribu du président de la République que nous sommes tous bien conscients que tous les Congolais vivent la même situation et que la tribu est le premier otage du président de la République. Il n'y a jamais eu de référendum tribal où les gens ont attribué des pouvoirs à M. Sassou Nguesso pour agir au nom et pour le compte de la tribu tel qu'il le fait. Il n'y a jamais eu d'élection tribale où la tribu a choisi M. Sassou Nguesso comme son représentant ou son porte-parole. Donc tout ce que M. Sassou Nguesso fait au nom de la tribu, il le fait de sa propre initiative. Et cette tribu est composée de beaucoup de personnes de qualité. J'ai des amis personnels qui ont fait des études de très bonne qualité, qui évoluent à l'étranger, mais qui sont des gens excellents dans leur domaine. Mais lorsque M. Sassou Nguesso procède à la sélection parmi les gens de la tribu, justement, il ne prend pas les meilleurs. Il ne prend pas les meilleurs du point de vue de la compétence et de la moralité. Vous vous souvenez de l'un de ces ministres qui avait dit « Nous n'avons pas d'idées ». Donc, le critère de cooptation était de ne pas avoir d'idées. Et ça confirme que ce ne sont pas les meilleurs qui sont avec lui et que ce n'est pas, il n'agit pas au nom de la tribu. Le Congo est un et indivisible.
il ne va pas nous Oui, mais avoir à ce maître, en piège. sorte, vous êtes en train de dire, pardonnez-moi de vous couper comme ça, que c'est une forme d'instrumentalisation politique du tribalisme, c'est ça? C'est une instrumentalisation et il ne nous aura pas à ce piège-là parce que nous savons que nous avons affaire à un pouvoir qui est tyrannique. Et d'ailleurs, parlons de tribu, la réalité, c'est que c'est plus sa famille qui est dans ce gouvernement parce que c'est un gouvernement dans lequel vous trouvez les enfants, les nièces, les gendres, et d'autres apparentés. Et c'est un gouvernement qui n'est pas réellement celui de la tribu. Bien sûr que les membres de sa famille sont de la tribu, mais présenter cela comme le gouvernement de la tribu qui aurait donné mandat à M. Sassou Nguesso d'agir en son nom et pour son compte serait une erreur. C'est lui qui se comporte comme un chef de tribu. Donc, il faut faire la nuance. Lui se comporte comme un chef de tribu, veut donner l'impression à sa tribu qu'il serait le garant de ses intérêts. Mais nous ne sommes pas dupes à cet homme-là parce que la réalité est qu'il ne sert que ses propres intérêts. Nous avons vu ce qui est arrivé avec le général Dabira. Il est de la tribu, ça n'a pas empêché qu'il ait été emprisonné. Quiconque qui est de la tribu qui se comporterait comme un républicain sera pris pour cible par ce régime. Et que vous ne soyez pas de la tribu, mais que vous soyez totalement dévoué à M. Sassou Nguesso, vous recevez des avantages que même les membres de la tribu ne reçoivent pas. Toutes ces choses sont claires pour nous. C'est pourquoi nous parlons d'un régime tyrannique qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Oui, mais est-ce que ceux qui ont commencé à l'appeler par empereur, bon, on l'a aussi entendu, hein, des présidents en pleine cérémonie d'investiture, je pense ici à Alassane Ouattara, je crois le Guinéen aussi, qui ont commencé à Alpha l'appeler par Condé, oui. empereur, est-ce parce qu'ils avaient déjà senti en lui cet élan-là de vouloir faire du Congo un empire, sinon un royaume? Il se trompait sur le personnage parce que, à mon corps défendant, je dirais qu'il n'a pas le courage de Bokassa. Bokassa voulait être empereur et il a assumé devant les Centrafricains. Il a créé un empire, il s'est proclamé empereur et il a proposé aux Centrafricains de vivre sous un régime d'empire tel que Bonaparte l'avait fait en son temps. Et les choses étaient claires, c'était transparent. Je ne veux pas d'une république, je ne veux pas quitter le pouvoir, je veux rester au pouvoir ad vitam aeternam et après moi ma famille. Donc c'était ça, Bokassa, et c'était un acte courageux. C'est un empire qui a mal tourné parce que notamment la France n'acceptait pas qu'il y ait parmi ses anciennes colonies quelqu'un qui serait un empereur. Et donc, il y a eu un coup d'État qui a été organisé contre lui, mais il y avait eu ce courage-là. Ici, nous avons quelqu'un qui ne veut pas de la République, mais qui n'a pas le courage de nous dire qu'il veut d'un empire. Il n'a pas le courage de nous proposer une constitution parce que ça ne tient qu'à lui de rédiger une constitution impériale, monarchique, et de la soumettre au référendum, de dire aux Congolais, je ne veux pas quitter le pouvoir, je reste au pouvoir, et vous organisez les élections à tel échelon, et peut-être même que les Congolais accepteraient une telle offre. Mais il faudrait encore qu'il y ait la sincérité de la démarche. Ici, la démarche est insincère. Ce sont des actes qui sont posés. On voit qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Quand il le perd de façon démocratique, qu'un autre le prend, il vient le lui ravir par la force. Quand il arrive au bout de son mandat, il modifie la Constitution pour se maintenir. Il est dans toutes les manœuvres. Donc, c'est une démarche insincère. Et au sein de son parti, beaucoup de gens pensent qu'il voudrait que son fils puisse lui succéder. Celui-ci a été un candidat malheureux à la direction du parti, mais il y a des rumeurs comme ça qui disent qu'il voudrait que son fils puisse lui succéder. Donc vous avez une trame factuelle qui vous fait penser à une démarche de monarque,
Mais le monarque prétendu n'a pas le courage d'assumer ses intentions et maintient le peuple dans le flou et nous emmène dans un chemin hasardeux. Est-ce que c'est aussi une façon, enfin c'est une question, ça veut dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas fait pour vivre dans une république. Je m'explique. Là, tout le monde sait qu'il viole la Constitution de manière permanente d'ailleurs et j'allais dire délibérée. Et lorsqu'il a été évincé du pouvoir en 1992, très vite, il a quitté le pays pour aller vivre, je sais pas, en France. Est-ce parce qu'il supportait pas vivre dans un Congo république? Je ne me permettrai pas de faire la psychanalyse du personnage parce que je n'en ai pas les compétences. Oui, mais on peut Et lire les faits, hein. oui, quand on lit les faits, dire qu'il ne supporte pas la République, c'est un jugement de valeur et je ne m'avancerai pas à cela, mais je constate simplement euh, qu'il a mis à mal la République, qu'il se comporte comme un monarque, ne propose pas de monarchie au pays, mais s'éloigne toujours de la République. Mais le plus grave, Monsieur Perrin, le plus grave, c'est que Monsieur Sassou Nguesso aime la fonction de chef d'État, de président de la République. Il aime ce fauteuil. Et ce qui est grave pour nous, c'est qu'il n'aime que s'asseoir dedans. Parce que ce fauteuil, ce sont des pouvoirs qu'il faut exercer. On a créé des États, non pas parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui s'asseyent dans le fauteuil de chef d'État, mais on a créé des États pour permettre aux communautés de se développer. On estimait qu'une société ne pouvait pas vivre sans un ordre établi et il fallait un organe pour organiser cet ordre et le maintenir. C'est donc la théorie de l'État, la théorie du Léviathan de Thomas Hobbes, qui explique que l'homme est un loup pour l'homme. Si vous laissez l'homme dans la communauté sans qu'il y ait une organisation, la règle de droit dont je parlais, sans qu'il y ait un droit, une organisation pour le mettre en œuvre et le maintenir, à ce moment-là, chacun peut agir sur l'autre. Ce sera la loi du plus fort et personne jamais ne pourra accumuler parce que quand vous construisez une maison, un autre vient vous chasser de votre maison parce qu'il est plus fort que vous. Et tous ceux qui sont capables de construire des maisons n'en construiront pas parce qu'ils se diront ils pourraient être chassés de là à n'importe quel moment et la société resterait à l'état brut. C'est pour cette raison qu'on crée des États. Alors, quand on crée des États et qu'il y a des personnes qui doivent exercer des fonctions, il y a des pouvoirs attachés à ces fonctions. Monsieur Sassou Nguesso est celui qui a proposé aux Congolais, selon sa pensée et sa méthode, la constitution de 2015. Cette constitution définit les pouvoirs du président de la République. Nous sommes dans une situation de crise depuis 14 ans maintenant, presque 15 ans. Les pouvoirs qui lui sont dévolus, il n'en exerce aucun. Il a abandonné ce pouvoir. Le seul pouvoir qu'il exerce, c'est celui de nommer et de mal nommer, parce qu'il nous a offert un gouvernement qui n'en est pas un. Donc, à quoi ça lui sert de vouloir être dans le fauteuil de président de la République? Je l'ai dit sur votre plateau, le général de Gaulle, en une seule année, arrivé au pouvoir en 58, à la fin de l'année 58, dans un contexte où le pays est en désordre, la première démarche du général de Gaulle, c'est quoi? Le 3 juin 1958, il demande à l'Assemblée de lui donner les pleins pouvoirs pour donner à la France les moyens de se relever. Premier moyen qu'il doit donner à la France, c'est une constitution. Pourquoi une constitution? Parce que de Gaulle estime que René Coty, qui est président de la République à l'époque, dans la constitution de la 4e République, ne dispose pas des leviers pour redresser le pays. Il faut donc qu'il y ait une constitution qui donne au président de la République des moyens d'action. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, en 1946, De Gaulle avait proposé une constitution aux Français qui donnait au président les moyens d'agir. Les Français ont refusé cette constitution. De Gaulle a dit « Je ne suis pas président de la République pour inaugurer les chrysanthèmes. Je n'ai pas l'intention
de m'asseoir dans le fauteuil et jouir des privilèges et des avantages de la fonction. Vous ne voulez pas me donner les moyens d'action, je démissionne. Donc de Gaulle démissionne en 1946. Quand il revient en 1958, il dit il me faut des moyens d'action. Et cette fois, les Français acceptent et lui donnent les moyens d'action. Donc, ils acceptent la constitution de 58 qu'ils avaient refusée en 46. Quand on lui donne ces moyens d'action, De Gaulle montre qu'il n'avait justement pas l'intention de faire les rois fainéants dans le fauteuil présidentiel. L'année 59, qui est la première année de Gaulle au pouvoir, il prend 300 ordonnances qui ont réformé fondamentalement la France. Et jusqu'à aujourd'hui, la France repose sur ces ordonnances. De Gaulle construit la puissance nucléaire de la France, donc lui donne son indépendance au niveau international. Il va industrialiser la France, il va la reconstruire complètement. Quand De Gaulle quitte le pouvoir, la France de 1969 n'est pas la France de 1958. Elle est radicalement transformée. Ici, vous avez un homme, et avant de continuer dessus, je vous rappelle encore que Donald Trump, à peine arrivé au pouvoir, aujourd'hui, un an après qu'il soit arrivé au pouvoir, Donald Trump a pris plus de 250 décisions présidentielles, plus de 250. Et donc, vous avez Oui, ici mais à quelqu'un, ce sujet-là, on va aussi avancer, maître, à ce mais sujet-là, non, vous évidemment. allez interrompre mon raisonnement, Mais Monsieur bien Perrin. entendu, je vais. Laissez-moi finir d'une minute. Ok, Je d'accord, je finis vous laisse d'une encore minute. 1 minute parce que nous allons aussi avancer par rapport au temps. Merci. Je vous en prie. Donc, voilà, je vous disais que Donald Trump a pris plus de 250 décisions en une année. Ici, nous avons quelqu'un qui aime la fonction présidentielle, n'exerce pas les pouvoirs de la fonction. Parce qu'il faut rappeler que dans sa constitution de 2015, M. Sassou Nguesso a exactement les mêmes pouvoirs que ceux qu'avait le général de Gaulle. Mais il n'a pris, au moment où nous sommes en train de parler, aucune ordonnance, alors que l'ordonnance, c'est l'instrument d'action en temps de crise. Il n'a pris aucune ordonnance. Et pour parler du gouvernement qui est une catastrophe pour les Congolais, il a reconduit le gouvernement qui, pendant 5 ans, n'a mis aucune ordonnance sur sa table. C'est ce gouvernement qui n'a mis aucune ordonnance sur sa table qu'il a reconduit. C'est une provocation. Alors, mais par C'est pour rapport ça que à les tout ce... Congolais doivent désobéir le Tout à fait. 15 mai 2026. Ok, mais donc, en fonction de ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, maître Charles-Anicet Poitiers-Amar, et bien sûr, tel que les choses se profilent à l'horizon, quel pourrait être l'avenir du Congo, selon vous, bien sûr, sous ce nouveau mandat présidentiel de Denis Sassou Nguesso? Le Congo, il y a deux images qui me viennent à l'esprit. La première image, c'est concernant son slogan accélérer la marche. Il ne s'agira pas d'une accélération de la marche. En fait, c'est la locomotive qui est sur une pente descendante et les freins ont lâché. C'est ça qui va se passer pour le Congo. Parce que, Monsieur Perrin, vous avez un président de la République qui ne préside pas, parce qu'il n'exerce aucun pouvoir du président de la République en dehors de celui de nommer, et je vous ai dit qu'il exerce mal. Vous avez un chef d'État qui occupe la fonction, mais qui n'exerce pas les pouvoirs du chef de l'État, parce que le président de la République et le chef de l'État, c'est deux fonctions distinctes incarnées par la même personne, mais ce sont des pouvoirs distincts. Aucun pouvoir du président de la République n'est exercé, aucun pouvoir du chef de l'État n'est exercé. Donc, les pouvoirs de l'État sont à l'abandon. Le pire, Pardon, pendant que vous êtes en train de c'est dire juste un petit détail, voilà. Et est-ce que c'est pour dire que pour Denis Sassou Nguesso, le pouvoir est juste un privilège et non une responsabilité? C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. il a un rapport avec la fonction, un rapport personnel avec la fonction dont il s'accapare et un mauvais rapport avec le pouvoir parce qu'il ne l'exerce pas. Il confisque la fonction, mais il n'exerce pas les pouvoirs de la fonction. Vous avez un peuple qui est pauvre, Monsieur Perrin, un peuple
qui est en train d'être appauvri parce que le pays est riche. La logique voudrait que dans un pays riche, que les citoyens soient riches, comme on voit au Qatar, à Dubaï, en Arabie Saoudite et partout. Vous avez un pays riche, les citoyens sont pauvres. Donc la réalité est que ces citoyens-là sont appauvris. Quand vous avez quelqu'un qui a les pouvoirs, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Singapour avec Lee Kuan Yew. Ce monsieur prend le pouvoir dans un pays qui n'a absolument rien, aucune matière première. Ce sont les politiques publiques qu'il va mettre en œuvre qui vont faire de Singapour l'un des pays les plus riches au monde et le pays certainement qui compte le plus de milliardaires. Mais pourquoi, comment on en arrive là? Parce que ce monsieur avait une vision pour son pays et il exerçait les fonctions de président de la République. Lee Kuan Yew a passé sa vie à prendre des décisions. C'est ce qui a transformé son pays. Mais quand vous avez quelqu'un qui est dans un rapport personnel avec la fonction et qui est dans un mauvais rapport avec les pouvoirs de la fonction, c'est un peu comme quand vous avez un bus, l'image qui pourrait mieux parler dans ce cas, c'est celle-là. C'est un village qui est en train de brûler et les gens doivent fuir le village. Il y a un bus qui peut évacuer tout le monde et il y a quelqu'un qui s'installe au volant du bus, ferme les portes du bus, il dit le bus il reste ici, moi je reste au volant. Bon, c'est ça la situation du Congo. Et donc, c'est une situation de mauvais rapport. Quel avenir pour le Congo? Une accélération de la somalisation du pays. Parce que l'État, je l'ai aussi rappelé ici, l'institution californienne qui évalue la situation des États, donc qui produit ce qu'on appelle le Fed State Index. Cette institution-là dit que le Congo réunit plus de 90% des critères d'un État failli. Nous sommes dans la somalisation. Les institutions ne sont plus qu'une façade. Je vous parlais des pouvoirs de l'État, mais je vous ai parlé des pouvoirs du président de la République et du chef de l'État qui sont abandonnés. Je vais vous parler des pouvoirs du gouvernement. Le gouvernement a des pouvoirs, mais si le gouvernement n'en est pas un et que celui qui est censé être le chef du gouvernement n'est pas le chef du gouvernement, donc à ce niveau, ce qui se passe, c'est qu'il confisque les pouvoirs du gouvernement parce qu'il ne met pas en place ce qu'on appelle un gouvernement en bonne et due forme, il met en place un conseil de famille. Quand il va au conseil des ministres, il se retrouve avec ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses gendres et certains apparentés. C'est un conseil de famille, ce n'est pas un conseil des ministres. Et comme c'est un conseil de famille, vous avez ici le phénomène biologique décrit par Darwin quand il parlait de l'adaptation, mais il parle aussi de la consanguinité. Pourquoi on interdit les mariages consanguins? Parce que les enfants nés des mariages consanguins sont biologiquement moins bien constitués que les autres et donc ils sont exposés aux maladies. Quand vous avez un gouvernement consanguin, ce que nous avons aujourd'hui, on a un gouvernement consanguin. Les projets nés de ce gouvernement consanguin sont des projets mal formés et qui ont du mal à se former dans la réalité. Savez-vous qu'en privé, le président de la République appelle le Premier ministre mon fils? Quand le président se retrouve avec le Premier ministre et des membres du gouvernement, le président de la République dit « mes enfants ». C'est comme ça qu'il parle, il dit « mes enfants ». Donc, je n'écarte pas son droit de se comporter ainsi à l'africaine en tant que père, en tant que patriarche. Il a le droit d'appeler n'importe qui mon enfant, mon fils. Moi, il me verrait en personne, il me dirait mon fils. Ça, c'est à l'africaine. Mais dans le cadre des institutions, lorsque les institutions de la République sont les enfants du président de la République, donc le Premier ministre et son gouvernement sont les enfants du président de la République. C'est ça la consanguinité. Et la finalité, c'est que le pays n'ira nulle part. Donc nous sommes en plein dans la somalisation
de la société. Nous vivons avec une façade institutionnelle. Nous devons nous réveiller parce que le monde est en train de devenir de plus en plus dangereux. L'ordre international est bouleversé. On ne peut pas être une communauté sans État. Il nous faut un État digne de ce nom et un chef d'État qui en soit un. Évidemment, tel que vous expliquez, un gouvernement co-sanguin porte atteinte, comme qui dirait, à l'autorité de l'État, parce qu'à ce moment-là, on ne saura plus comment sanctionner, qui sanctionner, parce que tous, c'est des enfants, c'est la famille, bon, voilà. Bref, et à chacun d'apprécier. Mais maître Charles Anissé Poitiers-Amar, il nous reste à peine là, 2 minutes. Je vais vous laisser les 2 minutes pour conclure sur qui finalement pourrait faire partir Denis Sassou Nguesso. Assurément un Congolais. Un Un Congolais. Congolais. Dans votre question, oui, dans votre question, je vois deux aspects. Il y a d'une part le fait de le faire partir, mais d'autre part, en filigrane, qui pour lui succéder? C'est la question qui vient en Bon, ben filigrane dans naturellement, cette ça sera question. toujours un Congolais qui va le succéder. Mais qui peut Bon, le faire partir? oui. Qui peut le faire partir? Je disais un Congolais qui aime suffisamment ce pays pour prendre les risques nécessaires lui permettant de mobiliser l'ensemble de ses compatriotes parce que dans la logique qui est la nôtre, celui qui devra faire partir le président Denis Sassou Nguesso ne devra pas le faire pour instaurer un autre pouvoir violent, un autre pouvoir militaire. Ça devra être pour rétablir la République. Or, s'il s'agit du rétablissement de la République, il faudrait mettre le peuple à contribution. Il faudrait donc que ce soit quelqu'un qui soit capable d'être entendu par tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui lui-même montre aux autres à quel niveau il aime ce pays. Le 15 mai 2026, nous demandons aux Congolais d'exercer leurs droits citoyens, de rester à la maison, de désobéir pour que le message soit entendu par le gouvernement. Notre pays ne peut pas continuer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, une désétatisation de la société et une somalisation de l'État. On ne peut pas être dans ces situations, on doit en sortir. Il faut, pour ce pays qui est riche, des Congolais qui soient riches. Le rêve congolais doit exister. On ne peut pas continuer à vivre dans le cauchemar congolais. Le rêve congolais doit être une réalité et c'est à nous de le construire. De le construire chaque citoyen en prenant sa responsabilité. Nos amis de la diaspora, nos amis de l'intérieur, chacun là où il est, jouons son rôle et pour ceux qui le peuvent, de soutenir l'appel à la désobéissance civile du 15 mai 2026. La nouvelle génération est prête. La nouvelle République doit naître. Monsieur Sassou Nguesso doit partir. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, président de l'Union des Patriotes pour la Nouvelle République, les Patriotes. Et merci encore, Maître, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Monsieur Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. On se prend rendez-vous pour la prochaine fois. Mais surtout, n'oubliez pas les petits gestes d'encouragement pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo toutes les fois que vous passerez sur nos programmes. Partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Merci.